On peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une époque bilan d'un fourvoiement collectif, d'une civilisation qui a voulu s'arracher à la vallée des larmes, pour reprendre cette expression biblique, en cherchant à maximiser sa richesse matérielle. Et du coup, elle aboutit, cette humanité, à un résultat extrêmement paradoxal, parce que si l'on regarde ce qu'on a déjà commencé à faire en termes de destruction, eh bien, à avoir voulu s'extraire de la vallée des larmes, on risque de pénétrer dans une vallée brûlante, sans vie, qui aura été un désastre pour le vivant en général, et tout ça sans même être parvenu à créer des relations sociales interhumaines plus justes, ou en tout cas très partiellement, et avec même de ce côté-là une dégradation dans les pays où on y était un peu arrivé ces dernières années. Donc c'est un bilan catastrophique, c'est l'échec violent d'une civilisation, et donc c'est pas un bilan très très favorable, et il est difficile d'envisager comment on pourrait partir. Alors entendons-nous bien, il y aura quand même une forme de redépart, c'est normalement pas la fin du genre humain, même si peut-être que les générations à venir, et très certainement d'ailleurs, vont devoir vivre sur une terre dont l'habitabilité sera réduite, mais ça ne les empêchera pas de rebâtir peut-être quelque chose de très intéressant. Mais en tout cas, si tel doit être le cas, ça veut dire qu'on aura vraiment su tirer le bilan de l'impasse dans laquelle on s'est fourvoyé. Et si on ne sait pas faire cet exercice, le mettre authentiquement en pratique, je crains qu'on se fourvoie à nouveau. En fait, ce qui nous manque et ce qui nous a fourvoyé, c'est une obsession du faire, une obsession du transformer, une obsession de l'exploiter, une obsession de la chose économique. Et je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est précisément essayer de rompre avec ça, essayer de revenir à nos racines. J'ai une image, je ne sais pas d'où je la tire, où on voit comme ça quelques hommes paléolithiques devant un coucher de soleil, qui sont assis harmonieusement entre eux et qui contemplent simplement ce coucher de soleil. Et imagine que ces hommes et ces femmes, il y avait peut-être, imaginons qu'il y ait hommes et femmes, ce qui serait quand même pas plus mal, hein, eh bien, imagine que les mêmes voient, non pas ce coucher de soleil, mais là où nous en sommes. Ça serait une image terrible, d'un gâchis, du gâchis des potentialités, il devait forcément y avoir des potentialités positives dans cette humanité. Et on les a massacrées. Et donc, encore une fois, je reviens à la même idée, nécessité de faire un bilan, nécessité de repérer ce qui, déjà, dans le monde d'aujourd'hui, nous indique ce que pourrait être un monde de demain meilleur, plus harmonieux, avec une harmonie avec le milieu, avec les autres vivants, mais une harmonie aussi entre nous, et puis aussi de chacun avec lui-même. Et je chercherai un peu les ferments de ça, est-ce qu'ils sont bien présents dans ce monde d'aujourd'hui, pourtant si moche? Je pense que oui. Je pense que, en parlant de ces ferments, etc., et tout à l'heure, j'ai commencé en disant que adresser un bilan global comme ça, c'est très injuste, parce qu'il y a des individus, il y a des peuples, il y a des moments où on n'a absolument pas été comme ça. Et on parlait juste avant des Kogi, par exemple. C'est un peuple amérindien sud de la montagne, et c'est un peuple très spirituel que les colons ont massacré, et il y a encore très peu de temps que les trafiquants de drogue massacraient, et pourtant ils appellent ceux qui les massacrent leurs petits frères. Et ils imaginent que leur mission est de nous sauver, de nous apprendre justement à changer notre regard vers le monde et à retrouver ce qu'ils savent très bien faire, contempler, savoir borner ses actions, être en relation avec l'invisible,
Et un chaman Kogi, pendant les 18 premières années de sa vie, il est dans la nuit, le jour, il dort, ses parents peuvent le mettre à l'extérieur pour qu'il ait quand même bénéficié du rayonnement solaire, mais sa vie, il va la pratiquer durant la nuit pour s'habituer à entrer en contact avec le monde visible. Donc, comme toutes les sagesses anciennes nous l'ont appris, il y a des choses qu'il nous est aisé de faire, qu'il faut savoir contenir pour développer d'autres dimensions en soi. Et ces anciennes cultures, qui sont, Dieu merci, toujours là, eh bien, pour l'humanité, c'est une espèce de cadeau. C'est-à-dire que dans notre désarroi d'aujourd'hui, elle nous indique des espèces de bornes, des espèces de repères pour... Alors, on ne va pas les imiter, c'est d'ailleurs trop dur, on n'y arriverait pas, mais on peut s'inspirer d'eux pour essayer de se métamorphoser, de changer et de réapprendre de cette humanité qu'ils ont su maintenir, eux, pendant des millénaires, debout, silencieuse et contemplative. Ce qui caractérise, de manière générale, peut-être un peu les peuples premiers, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute du monde, et je dirais à l'écoute du cosmos. Chez les Kogi, ils ont une connaissance des astres qui est complètement étonnante. Et de manière générale, tous les peuples, alors les peuples amérindiens, c'est très particulier, ils ont une connaissance des végétaux avec une flore qui est d'une richesse extrême. Ils vont réussir à identifier des molécules avec des effets très très particuliers. Donc leur savoir, leur science, si tu veux, elle est inséparable de cette posture d'écoute, de modestie. On veut intervenir le moins possible, mais comprendre le plus possible. Et nous, on croit qu'on comprend beaucoup, on comprend peu, et on veut intervenir comme des cinglés. Et on pète tout. Il y a un petit problème. Il faudrait qu'on arrive à rééquilibrer. Quand tu lis, par exemple, la 6e partie du discours de la méthode de Descartes, et quand tu vois ce qu'est la connaissance physique dont dispose Descartes, franchement, ça ne va pas très loin. Et quand tu l'entends dire, on va devenir comme maître et possesseur de la nature, avec son tout petit paquet de connaissances, tu vois l'immense prétention. Ça, c'est notre civilisation. Et c'est l'envers de la posture de tous ces peuples. Oui, la notion de développement durable, elle est complètement obsolète. On entendait par développement durable, c'est clair dans le rapport Brundtland, qui construit la notion, je crois qu'il y a 33 occurrences du mot croissance. Et croissance, en fait, ça renvoie à cette espèce de cœur, de moteur de notre civilisation où on serait toujours appelé à dépasser, à transgresser toutes les limites. Et la croissance économique est un peu la métaphore de l'ensemble de toutes ces transgressions, de tous ces dépassements de limites qui nous conduit aujourd'hui d'ailleurs dans un état pitoyable par rapport à ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est-à-dire on est en train de basculer, on sort de ce qu'on appelait l'Holocène, donc cette période qui commence, si on remonte à partir des années 50, le moment où elle finit avec la grande accélération, qui nous ramène jusqu'à 11 700 ans avant, à la fin du précédent âge glaciaire, lorsque tu n'as plus aucun effet rebond. Et ça a été dans l'histoire de la Terre une période très particulière, et c'est une période qui était très favorable à l'éclosion des sociétés. Et en fait, la civilisation qu'on a mise en place, elle s'est employée à refermer cette parenthèse, à rendre la vie sur Terre beaucoup plus difficile. Et c'est donc ce à quoi nous allons devoir être confrontés. Et donc l'idée même du développement durable qui consistait, alors outre l'histoire de la croissance, qui consistait à anticiper sur des difficultés pour les empêcher de venir, il faut arrêter. Les difficultés sont là. Maintenant c'est trop tard. On a déjà décidé de dégrader fortement le climat, de réduire fortement la biodiversité. On a épuisé beaucoup de ressources. Donc de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va vivre sur une terre où il sera plus difficile de vivre. Donc c'est plus le moment d'anticiper. Ça y est, on est passé de l'autre côté du miroir. Et donc maintenant, si on veut survivre de l'autre côté du miroir, oui, ça appelle des changements beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides, et par certains côtés peut-être aussi quand même plus brutaux que ceux qu'on pouvait appeler de nos voeux quand on parlait encore de développement durable. Donc on est face à ça.
Et ce qui me semble très important, c'est que, bien sûr, il y a des aspects pratiques, il y a des lois qu'il faut changer, il y a des modes de vie qu'il faut changer, etc. Mais ce qu'il faut changer, c'est beaucoup plus profond. Justement, et je crois que c'est très important, il faut réussir à rompre, à se mettre à distance de cet activisme occidental. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a une certaine mode de la méditation, c'est des choses intéressantes. On apprend à renouer avec les végétaux, on apprend à aimer les arbres, on apprend à moins manger de viande et à essayer de respecter la condition animale, etc. On voit bien que notre civilisation, elle a déjà pris un virage. Alors, il est encore trop marginal, il n'arrive pas encore à affecter le cours essentiel du fleuve, mais quand même, il est déjà là, il faut s'appuyer là-dessus. Et encore une fois, il ne faut pas s'enfermer dans le pratico-pratique. Il ne faut pas penser qu'avec des technologies nouvelles ou quelques privations, on s'en sort. C'est vraiment une métamorphose intérieure, une métamorphose spirituelle à laquelle on doit arriver. Et dans l'humanité d'aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources. Alors on parlait tout à l'heure des Kogi, mais il y a pas que. On voit bien qu'il y a un désir, qu'il y a un appétit aussi pour ça aujourd'hui, et qu'on peut parler des choses spirituelles sans être taxé d'abruti désormais. Donc voilà, allons-y. On voit bien qu'on a déjà commencé à faire un tout petit bout du chemin. Continuons. Alors c'est fondamental de mettre ensemble des acteurs qui ont des métiers, des professions, des pratiques qui sont très différentes. Si, quand on veut essayer de bousculer une civilisation, si on s'adresse qu'à une catégorie d'acteurs, et même le collège, et c'est pas un reproche qu'on fait au collège, c'est forcé, mais même lui-même, il va plutôt s'adresser à des cadres, même si ces cadres sont dans des situations très différentes. En fait, faire bouger une civilisation, c'est faire bouger tout le monde. Et tous les segments de la société. Alors, une seule institution, le collège, ne peut pas faire ça, mais il fait sa part. C'est-à-dire que justement, il essaie de faire bouger des gens qui sont assez différents, qui ont des responsabilités différentes. Il les met ensemble, il les met en contact avec d'autres personnes très très différentes. Et ça, c'est vraiment très très important. Hein, si on s'enferme sur un segment, quel qu'il soit, segment professionnel, segment sociologique, segment politique, alors ça c'est le pire qu'on puisse imaginer. Non, ça c'est foutu. Il faut vraiment s'adresser de façon très large. Alors une seule institution ne peut pas s'adresser à tout le monde, mais dans la part des gens auxquels elle s'adresse, il faut effectivement qu'elle sache ouvrir les horizons et mettre en contact des gens qui ont des expériences qui sont très différentes. Non, je pense que le mot territoire, il est très important. Si on veut changer ses relations à la nature, et si on est nantais, c'est pas en étant fasciné par un cliché qu'un ours blanc sur un glaçon. Hein. C'est la nature autour de soi, c'est avec elle qu'il faut qu'on renoue. Et cette nature autour de soi, elle est aussi le produit d'une histoire. Hein. Et effectivement, un terroir, si vous voulez, on arrive à changer les choses que s'il y a une certaine proximité humaine. Et donc le territoire, c'est à la fois l'histoire, c'est à la fois la proximité, c'est des conditions géographiques, des conditions historiques. Si on veut changer, on ne fait pas dans l'abstrait. Chaque fois, et d'ailleurs ça peut être décliné de façon différente, mais on va le faire chaque fois d'une façon spécifique, en fonction des spécificités qui sont celles d'un territoire. Oui, j'ai pas tellement de doute là-dessus. Et puis si on veut transformer des activités, eh bien, il faut bien partir des activités qui existent. Et celles qui existent, elles sont différentes d'un territoire à un autre. Les enracinements, les réflexes, les conditionnements ne sont pas les mêmes d'un territoire à un autre. Donc oui, c'est nécessairement... une transition, c'est nécessairement territorial. Prenons un agriculteur conventionnel à la tête quand même d'une exploitation avec plusieurs centaines d'hectares. La première chose qu'il va regarder, c'est le marché boursier. Et il va décider de ce qu'il va planter en fonction de l'évolution des coûts. Ensuite, ce qu'il plante et la façon dont il va planter, c'est pas lui, il va pas innover, il va reprendre des recettes qu'on lui donne. Voilà. Et tu regardes un permaculteur, c'est complètement différent. Lui, il va devoir trouver une composition originale de plantes, il va devoir les écouter, il va devoir expérimenter, dire ça, non, c'est pas exactement ce qu'il faut, il va essayer avec une autre plante, voir après comment elle va s'accorder avec les autres. C'est une sorte de chercheur et de contemplatif. Il n'attend pas un rendement extraordinaire, il veut participer à la création d'un écosystème, mais pour ce faire, c'est pas lui qui va décider, c'est les plantes
Donc il doit les observer, il va chercher la meilleure combinaison. Suivant ce qu'il va avoir un peu l'intention de faire, il va devoir de temps en temps changer ses combinaisons. Il faut qu'il arrive à trouver ce qui fonctionne avec la faune locale, avec le sol local, les plantes les unes entre les autres. Il est dans une posture d'écoute fondamentale et d'une écoute de la nature. Rien à voir avec l'autre, avec son marché boursier, puis qui va chercher le bon intrant pour dézinguer la faune, dézinguer les insectes, se débarrasser de tous les prédateurs possibles. Enfin, on est dans un monde fou et on le voit, il est en train de détruire la niche écologique qui permettait l'expression de la vie humaine et des espèces qui nous accompagnent. Donc là, ça suffit, c'est absurde ce qu'on fait, il faut absolument qu'on change. Mais ce qui est intéressant dans la permaculture, c'est que c'est une espèce de sagesse générale. Donc ce que l'agriculteur permacole peut faire, on peut s'en inspirer pour d'autres domaines d'activité. Tout à l'heure, par exemple, petit exemple, on proposait aux éditeurs qui sont là aujourd'hui un exercice assez intéressant sur la désobéissance civile, en leur donnant des exemples, en leur demandant de dire si c'est violent, non violent, s'ils le feraient, s'ils ne le feraient pas. C'était très intéressant d'écouter les réponses, parce que tu ne peux pas les juger, ces réponses. Elles étaient toutes aussi justes. Tu ne te reconnais pas forcément dans toutes, mais toutes avaient leur espèce de position dans l'écosystème personnel, dans la façon dont chacun apprécie la société. Tu ne peux pas venir d'en haut, puis toi tu as tort, toi tu es bon. Non, ça n'a pas de sens. C'est une diversité, et toi, si tu dois juger, tu vas avoir ton propre jugement, mais tu ne peux pas juger du jugement des autres. Tu n'as pas de la joie, et si tu n'as pas un plaisir, puis aussi un plaisir avec d'autres personnes. Si tu n'as pas ça, tu ne feras jamais rien. C'est même pas la peine que tu parles de transition. Si tu transites, pour passer mon expression, mais pour t'emmerder, et pour que tu vives encore plus mal, et que tu sois encore plus triste, non, alors, va faire autre chose, va regarder un match de foot, mais non, c'est pas ça. Donc, il y a forcément de l'éco-anxiété, et ça, c'est normal. Maintenant, il faut évoluer et agir de telle sorte qu'on arrive à la surmonter. Et quand je dis la surmonter, c'est pas d'imaginer que le monde est merveilleux, c'est pas le cas, mais comment tu peux faire que ce moteur négatif qui pourrait te figer, comment tu vas en faire quelque chose qui va te pousser à aller de l'avant, etc. Et c'est ça la difficulté, parce que l'éco-anxiété aujourd'hui, si tu ne l'éprouves pas, tu n'es quand même pas tout à fait normal, quoi, tu n'as pas bien compris ce qui se passe autour de toi. Donc, que tu en passes par ce moment négatif, c'est une forme de nécessité. Mais comment tu fais pour que ça ne te corrode pas, que ça ne soit pas un acide qui te mange et qui finisse par détruire par l'acide tous tes ressorts internes, quoi, qui te font aller de l'avant. Et c'est une espèce d'alchimie, et tu n'as pas de recette à donner aux autres. Chacun va découvrir. Mais moi, dans ces gens que je vois, qui effectivement qui avaient une posture qui, dans le schéma ancien, était plutôt une posture qui aurait satisfait beaucoup autrefois, qui eux ne les satisfont plus. Ils peuvent être financiers, avocats, je ne sais pas trop quoi, tout ce que tu veux. Et puis finalement, ils ont envie de revenir à la terre. Étonnant. C'est étonnant. Et là, c'est clair, ils s'aperçoivent qu'ils sont dans un monde déjanté, et pour eux, c'est vital, il faut qu'ils se réancrent, quoi. Mais s'ils ne le font pas dans la joie, c'est pas possible. D'ailleurs, en général, ils le font dans la joie. Même si c'est difficile, tu peux avoir des déceptions. Tu peux te rendre compte que peut-être que tu avais visé plus haut que ce que tu peux assumer physiquement, etc. C'est compliqué, tu peux avoir des échecs, etc. Mais ça, c'est la vie humaine. Moi, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, c'est les petits collectifs. C'est fou comme ça te réchauffe, comme ça donne du sens, et comme on arrive à faire plus. Et moi, en tant que scribouilleur, là, comme écrivain, j'ai souvent travaillé avec d'autres. Et dans mon métier, en tant que philosophe, c'était rare, ça n'existait jamais dans la tradition. Les types, ou les femmes faisaient leur truc seuls, dans leur coin, leur petit cabinet, et puis voilà. Non, moi j'ai toujours bien aimé écrire à plusieurs. Et j'ai eu pas mal de co-auteurs ou co-autrices, et à chaque fois, c'était une expérience intéressante, c'était une expérience d'autre chose. J'ai appris, ma dernière co-auteure, puisque c'est une femme, c'est Sophie, ça a été très agréable de travailler avec elle, et je pense que sans sa personnalité,
même pas simplement ce qu'elle m'apportait intellectuellement, mais sans sa personnalité, sans son expérience, son ancrage dans la vie, je ne serais pas parvenu à penser les mêmes choses. Même dans les parts qui, dans le livre, peuvent m'être plus personnelles, elle est là. Et au moins sous forme d'inspiratrice. Et c'est sans doute réciproque, sous une autre manière. Ah, alors, mes liens, ils remontent quand même au moins une dizaine d'années. Je pense que la première fois que j'ai dû venir ici, c'était en 2012. Donc, ça fait justement 10 ans. Et je me souviens du premier contact déjà avec Bernard, parce qu'à l'époque, c'était lui. Et très vite après, Bernard m'avait fait visiter, etc. Il m'avait expliqué les panneaux solaires et tout. Et ensuite, il m'avait fait rencontrer Samuel. Et puis, depuis cette première rencontre, on n'a jamais coupé le contact. On est toujours resté en contact. Je suis venu assez régulièrement, peut-être pas tous les ans, mais presque. Et je dois dire que je me souviens tout particulièrement des 10 ans, justement. Alors, je n'ai pas dû venir dès le début. Des 10 ans qui avaient été fêtés. Et il y avait tous les auditeurs des différentes années qui étaient là, avec un certain nombre d'acteurs régionaux. Et on se rendait bien compte du travail sur la moyenne durée qui avait été faite par le collège, de sensibilisation, de mobilisation des acteurs et tout. Et j'avais trouvé ça assez impressionnant. Et puis moi, en retour, si tu veux, justement, je l'ai vu évoluer, ce collège, j'ai vu le réseau se constituer. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cet anniversaire des 10 ans. J'avais été même ému quoi, de voir ces générations de... comment vous les appelez, c'est pas les sociétaires, c'est les auditeurs, des générations d'auditeurs. Alors, on voyait bien que la formation avait évolué, qu'eux-mêmes, en fait, ils avaient intégré leur formation dans leur propre évolution, avec la dynamique du territoire. Et quand tu viens comme ça de l'extérieur, apprendre ça, voir ça, c'est très enrichissant.